Bonjour Augustin. Donc Augustin Bonjour. Martin Picard est data scientist chez Scalian et il va nous parler donc d'IA d'explicabilité. Donc vous avez 25 minutes. Si on peut faire un tout petit peu moins, ça serait bien, puisqu'on est un petit peu en retard Ok, on ok, gardera quelques minutes pour les questions. Donc à vous la parole. ok. Je vais faire mon mieux. Est-ce que là vous voyez mes slides? Oui, super. Hop, désolé. Voilà. Je m'appelle Agustin Picard. Je suis data scientist chez Scalion. Je travaille en ce moment dans le domaine de l'explicabilité modèle d'IA et la fairness, en particulier pour des problèmes de système critique. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler un peu ce qui a été fait dans un projet dans lequel je travaille, qui est le projet DEAL, dont un des problématiques qu'il attaque, c'est l'explicabilité. Donc, next slide. Voilà. Donc, je vais essayer de faire le plus vite possible, mais je vais parler de beaucoup de choses. Du coup, déjà, en premier, de ma boîte et du projet deal, pour que vous ayez une idée de ce que c'est. Ensuite, de l'explicabilité et pourquoi c'est important de l'avoir. Ensuite, je vais vous présenter trois méthodes différentes qu'on a implémentées, qu'on a testées dans ce cadre-là. Et ensuite, des métriques d'explicabilité qu'on a conçues justement parce qu'on avait trouvé un petit problème dans, dans, dans ce qu'il y a dans l'état de l'art. Et ensuite, bon, quelques conclusions et perspectives. Next, hop. Du coup, quelques mots sur Scalion en premier. Du coup, Scalion, c'est une boîte c'est une boîte ESN qui a 30 ans de trajectoire, qui est née dans la région toulousaine et qui fait du conseil notamment pour des entreprises de l'aéro, de l'énergie, des transports, télécommunications spatiales. Et depuis 6 ans, il a justement créé une structure qui permet d'industrialiser l'IA pour ses clients. C'est en tant que membre de cette structure qui s'appelle Data Consulting que je travaille dans le projet DEAL. Qu'est-ce que le projet DEAL? Le projet DEAL, c'est un projet qui a commencé qui a démarré en fin 2018 et qui finalisera en fin 2023. C'est un projet qui compte avec 30 millions d'euros et réunit 27 partenaires dont 50% sont issus, 50% qui sont des académiques, qui sont des data scientists, qui sont des experts métiers. Et du coup, on a deux antennes, une antenne à Toulouse, en France, et une deuxième antenne au Canada, au Québec. Donc, quelques petits points d'histoire. Le draft du projet a été rédigé en septembre 2018 et après quelques signatures par quelques gens importants, on a eu le kick-off du projet deal en septembre 2018 et un peu plus tard, on a eu le démarrage du projet deal au Québec. Donc, c'est quoi le projet deal? C'est quoi le but? Le but, c'est justement d'accélérer la recherche de la data science et tout ce qui est data du domaine de la recherche vers justement l'industriel, pour industrialiser tous ces briques, tous ces outils qui, pour eux, ça pourrait prendre pas mal de temps à construire. Donc, comment a-t-on fait ça? On a commencé par définir quelques besoins dont on avait besoin justement pour la certification des systèmes critiques, d'où on a pu identifier quelques défis scientifiques comme la fiabilité des théories, des garanties théoriques de l'autodistribution. Et l'idée, c'est de les appliquer dans des datasets et des cas d'usage industriels. Du coup, c'est les industriels qui fournissent leurs problèmes à eux. Et du coup, quelques partenaires du projet pour que vous ayez une idée. On a du Airbus, on a du Safran, Renault, Continental, Thales, Scalion, évidemment, 16 groupes côté
côté industriel et côté académique. Il y a pas mal de gens de Toulouse, des gens du Québec, de l'ONERA, CNRS. Donc, il y a pas mal vraiment de gros groupes. Donc, maintenant qu'on connaît un peu le procédure, je vais vous expliquer un peu pourquoi l'explicabilité est importante. Donc, on fait une slide encore. Du coup, pourquoi elle est importante? On a 3 points. On a 3 raisons pour lesquelles c'est important. Déjà, parce que ça permet de mieux comprendre les stratégies du modèle, ce que fait qu'un modèle fasse des projections d'une telle ou telle façon, ce qui facilite le processus déjà de débugage pour le développeur. Et s'il souhaite l'améliorer, il sait comment le faire. Et deuxièmement, dans le cas des systèmes critiques, quand on aura des autorités régulatrices pertinentes, on utilisera ça justement pour les éclairer dès qu'il y a un problème. Par exemple, si on a une voiture qui provoque un accident, on connaît la cause, pourquoi il a eu cet accident, est-ce que c'est un problème de l'IA ou c'était un problème du conducteur. Et troisièmement, parce que c'est requis en fait par la loi européenne GDPR. Du coup, pour toutes les entreprises qui automatisent des décisions, c'est obligatoire pour eux de pouvoir fournir aux utilisateurs des explications. Du coup, si vous demandez à votre banque un prêt et la banque refuse et cette décision a été prise de façon automatique, vous avez le droit de demander pourquoi. Ce qui est pas mal. Du coup, comme pour tous les projets de ce style un peu recherche, on a commencé par une étude de l'état de l'art où l'idée c'est un peu de monter en compétence, mieux comprendre les enjeux, voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Et en particulier ici, on a trouvé identifié quelques familles de méthodes qu'on peut classer en fonction de leur champ d'application, de leur similarité. Sans être aucunement exhaustif, je vous explique quelques approches. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est déjà utiliser le modèle transparent, c'est-à-dire des modèles suffisamment simples pour pas avoir besoin d'être expliqués, des modèles du style régression linéaire ou arbre de décision, là où on connaît exactement ce qui se passe dedans. Ce qu'on peut faire aussi, c'est d'utiliser simplification, c'est-à-dire on prend un modèle complexe et ensuite on apprend, en se basant sur ce modèle complexe, un modèle plus petit, un modèle transparent, que justement, lui, il va distiller ce que le modèle complexe il a appris et on pourra comprendre pourquoi le modèle complexe fonctionne comme il le fait. Ensuite, on peut faire des analyses de son utilité où on prend justement le modèle comme une boîte noire et on fait varier les entrées pour voir ce qui se passe à la sortie, de toute façon sortir un peu des intuitions de comment le modèle marche. Ensuite, il existe des modèles qui sont déjà explicables par construction, qui fournissent eux-mêmes peut-être un texte ou une image ou quelque chose qui nous dit exactement pourquoi il a pris une certaine décision. Et on a des méthodes aussi qui s'appellent d'attribution où on peut, à travers des gradients dans le réseau convolutionnel, on peut savoir à peu près ce que le modèle regarde lorsqu'il fait une décision. Enfin, la partie de l'image qui est la plus importante, si vous voulez. Et du coup, en faisant ça, on a identifié 2 points très importants à prendre en compte. Déjà, d'abord l'audience. C'est très important d'accorder la méthode d'explication à l'audience qui devra interpréter cette explication-là, parce que ses besoins et ses niveaux de connaissances vont être vraiment très différents. C'est pas, enfin, pour un utilisateur final et pour un développeur, ils vont utiliser l'explicabilité de façon totalement différente. Par exemple, pour un utilisateur final, dans le cas, vous voyez à droite en haut, il y a une image avec, c'est un modèle en fait qui montre où le modèle regarde et sort une petite description de ce qu'il voit dans l'image. Et pour un utilisateur final, ça le claire pas mal. Il dit ok, je peux avoir confiance en ça parce que je comprends que ça a du sens, quoi. Tandis que pour un développeur, ceci n'est pas très éclairant puisqu'il va vouloir essayer de comprendre ce qui passe dedans. Et pour lui, c'est peut-être plus intuitif, plus intéressant de regarder
ce qui se passe avec des méthodes du style Activation Maximization, c'est ce que vous voyez en bas, où justement on peut utiliser ça pour regarder ce qui se passe au niveau des textures. Next. Oh. Pardon. Et du coup, le deuxième point, c'est le type d'application, pardon, où évidemment chaque image, enfin chaque entrée ne va pas type d'entrée pardon, ne va pas avoir une méthode qui lui convient à tous les coups. Par exemple, ici nous avons des images, un exemple des images, et pour ce cas-là, c'est peut-être plus intéressant de sortir des heatmaps où on voit peut-être où le modèle il regarde. C'est assez intéressant, mais si on voulait faire ça avec des types de données numériques ou tabulaires, bah, ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'on utilise d'autres techniques du style analyse de sensibilité, que c'est quelque chose qui peut-être a moins de sens dans le cas des images. Il faut accorder un peu les deux. Et du coup, comme ça, on passe à la première méthode qu'on a étudiée, qui est justement faire un peu l'analyse de sensibilité pour faire de l'explicabilité globale. Pourquoi est-ce intéressant? C'est intéressant parce que ça permet de comprendre ce que le modèle fait en moyenne, la dépendance entre variables d'entrée et la sortie du modèle. Et en faisant ça, on peut savoir si le modèle il est peut-être biaisé ou il y a un manque de données dans une certaine région de l'espace. Du coup, c'est pas mal intéressant pour le débugage. Donc, nous allons utiliser justement ça. Suivante. Hop. Et en particulier, on s'est appuyé sur un outil qui s'appelle ShemCI, qui est un outil initialement développé dans le cadre de CNRS, mais qui a été après updaté, et nous faisons des tests dans un projet deal justement là-dessus. Et c'est une méthode qui, ça fait de l'analyse de sensibilité, c'est-à-dire va faire varier la distribution des variables d'entrée une par une, et on fait ça justement pour déterminer leur influence dans la sortie du modèle. Et comme particularité, on a le fait que on applique un mécanisme de projection anthropique qui a forcé ces variations à rester aussi proches que possible de la distribution des données. Donc ici, vous savez, à gauche, un exemple que nous avons pris, c'est un problème d'estimation de distance de freinage d'avion où on a 6 variables d'entrée, et l'idée c'est de faire une régression et estimer la distance de freinage, enfin la distance dont l'avion a besoin pour atterrir de façon safe. Et du coup, dans l'image, vous voyez, on peut faire varier la moyenne d'une variable, ici en l'occurrence c'est la variable numéro 3, et on peut faire bouger ça, on fait bouger la distribution tout entière, mais puisqu'on a un petit mécanisme de projection anthropique, les restes des variables vont aussi être affectés, et du coup, impactés, pardon, et du coup on le voit à gauche, à droite, pardon, justement l'effet que ça a sur la variable numéro 2, ce qui est pas mal comme un sanity check, dans le sens où si on voit que cette distribution bouge beaucoup, bah c'est parce qu'il y a un problème au niveau de notre explication. Du coup, on sait déjà que cette explication ne va pas être bonne. Et du coup, on peut faire ça justement pour regarder la sortie, pour voir un peu l'influence de chaque variable sur la sortie. Et par exemple ici, on peut voir que la variable numéro 2, justement, plus on augmente la valeur, enfin la moyenne de la distribution, plus l'estimation des distances de freinage diminue, et l'inverse pour la variable numéro 3, et ainsi de suite. Et on peut aussi utiliser ça pour estimer, pour d'autres variables d'intérêt, par exemple l'erreur de prédiction. C'est ce qu'on fait dans l'image à droite, où on a justement par variable l'erreur de prédiction qu'on fait en moyenne. Et on peut voir, par exemple, ici, c'est très intéressant que
on peut voir où il manque un peu de données. C'est-à-dire ici, le valeur plus bas de toutes les variables, bah là, on commet plus d'erreurs. Du coup, on sait que si on augmentait, si on donnait plus de données pour cette partie, pour cette région-là de l'espace, on pourrait faire diminuer l'erreur en général, enfin, moyen de notre estimateur, avoir un estimateur meilleur, ce qui est quand même pas mal. Et on peut appliquer la même chose pour des images en prenant chaque pixel comme une variable d'entrée différente. Et ici, on l'a fait pour un cas d'usage de composants électroniques où il faut classifier les images en fonction de leur orientation. Et du coup, vous voyez, il y a les 4 orientations différentes. Et on peut voir que pour l'orientation verticale, le modèle il regarde pas mal les pattes et les inscriptions, mais aussi le petit bouton noir que je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est quelque chose que le fabricant il rajoute au circuit intégré justement pour donner une indication au technicien de comment installer le truc. Et du coup, déjà, ça c'est pas mal pour montrer au technicien que en fait, le modèle il marche un peu comme un humain, si l'on veut. Pas dans tous les cas, mais en moyenne. Du coup, voilà, mais on se pose la question on peut faire ça pour des modèles boîte noire, mais est-ce que ne pourrait-on pas justement appliquer ça à des modèles qui n'ont pas été entraînés, mais les entraîner pour qu'ils soient interprétables à la base. Et du coup, on s'est appuyé sur justement toute la bibliographie de modèles génératifs et des représentations des enchevêtrées pour faire un peu ça. Donc déjà, qu'est-ce que c'est une représentation enchevêtrée? Une représentation des enchevêtrées, c'est justement, bon, déjà il n'y a pas de consensus mathématique, mais en ad hoc, tous les papiers disent à peu près la même chose. C'est une séparation de la donnée en un espace de dimension plus petite où chaque variable correspond à un seul et unique facteur de variation. Et dans notre cas, on voudra aussi que ces facteurs de variation soient interprétables. Bon, je vais vous donner un peu un exemple un peu plus graphique pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Du coup, pour un dataset avec des différents points en 2D et un certain degré de luminosité, bah, ce qu'on voudrait idéalement apprendre à un réseau neuronal, c'est à dire, OK, si tu sépares en position X, position Y et en luminosité ou couleur dans cet exemple-là, bah, en fait, si on voulait faire des classifications de régression après, bah, ce serait complètement normal pour nous, pour un humain, de comprendre ce qui se passe. Dans un cas un peu plus complexe, on a un dataset de TIA, justement, où on voudrait justement, on voudrait bien qu'un réseau il apprenne à séparer en couleurs rouge, vert, bleu et en différentes orientations en fonction de comment il se trouve en 3D. Et ben, si on voulait justement faire des classifs en fonction de la couleur, bah, ce serait assez trivial et hyper compréhensible pour un humain si on voulait essayer de comprendre comment il marche. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et pour ça, on s'est appuyé sur les auto-encodeurs variationnels, ou VAE en anglais, pour le cycle en anglais. C'est un type de modèle, je crois qu'il y a quelqu'un qui avait expliqué ça dans la conférence un peu plus tôt. Et en fait, en gros, ce qu'on fait, c'est prendre un modèle qui a 3 réseaux neurones, un petit encodeur au début qui réduit la taille de l'image à une dimension plus petite, un échantillonneur random aléatoire. Normalement, ça va être une gaussienne et un réseau qui va décoder cette vecteur de dimension plus petite dans une taille plus grande, celle de l'image notamment. Et l'idée, c'est d'apprendre à reproduire la même chose en entrée constante, c'est-à-dire que x prime, idéalement, ça va être à peu près pareil avec l'échantillonneur qui va permettre d'avoir un espace continu. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais je vous donne un peu le cours pour que vous compreniez un peu l'idée. Et du coup, c'est ce qu'on a fait pour un cas où on a un dataset de composants électroniques. Cette fois, on a plein de différents composants. On lui apprend à reconstruire des images.
avec un espace le plus désenchevêtré possible. On a pris vraiment pas mal de différents modèles type de VAE. Et justement, pour ce cas-là où vous avez des datasets suffisamment simples, avec peu de variations entre les différents exemples, en fait, c'est possible d'avoir des espaces désenchevêtrés comme ça, où on a des variables du style morphing entre composants, c'est-à-dire on fait changer un composant à un autre, ou un mirroring entre de composants, où on monte la quantité de pins, ou faire changer l'orientation des composants. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut réutiliser après, puisqu'on peut justement retenir l'encodeur pour d'autres tâches, et on aura un espace engendré qui va être justement interprétable. Alors normalement, dans des cas plus complexes, on a vraiment besoin d'un certain niveau de supervision, mais dans des cas suffisamment simples, peut-être de l'imagerie médicale, où il n'y a pas beaucoup de variations entre une image et une autre, bah, dans ce cas-là, c'est possible. Et du coup, on passe à la dernière méthode qu'on va regarder très vite. Du coup, la dernière méthode, c'est les méthodes d'attribution. Les méthodes d'attribution, on a regardé ça parce qu'on voulait comprendre ce qui s'est passé dans un réseau convolutionnel. Et du coup, ce type de méthode, bah, c'est quand même assez répandu. Du coup, on s'est dit c'est intéressant de regarder. Du coup, qu'est-ce que c'est une méthode d'attribution? Méthode d'attribution, ce qu'on fait, c'est on prend un réseau de neurones, on regarde comment on regarde les radians lorsqu'on met une image à l'entrée, et avec cette information-là, on arrive à trouver des heatmaps qui montrent où le réseau il regarde pour faire ces prédictions. C'est très grossier comme explication, il y a beaucoup plus derrière, mais j'ai pas vraiment le temps de l'expliquer. Et quelques exemples, si cela vous intéresse, il y a GradCam, il y a Guided Backprop, il y a Silence Maps, Interactive Radian, SmoothRad. C'est des méthodes vraiment très connues que tout le monde utilise. Et du coup, c'est pour ça que il y a des chercheurs qui ont dit qu'ils ont trouvé que quelque chose clochait, il y avait quelque chose qui marchait pas. Et du coup, on s'est mis à le reproduire. Pour ces gens-là, ils se sont dit, OK, qu'est-ce qui se passe si on prend un réseau complètement random et on essaie de l'expliquer? Normalement, intuitivement, on s'attendrait à ce que l'explication soit du bruit, parce que justement, il y a rien expliqué, le modèle, il a jamais vu une image. Et du coup, on montre ici justement deux résultats qu'on a eu. On a eu beaucoup plus que ça. Du coup, on voit qu'avec Guided Backprop et Deep-Lift, on a des choses complètement différentes. Dans un cas où on voit des explications par classe, par colonne, chaque colonne est une explication pour une classe, on voit qu'on arrive vraiment à reproduire l'image d'entrée, alors que vraiment le réseau il connaît rien. Et dans un autre cas, on a justement ce qu'on est en train de voir justement, c'est-à-dire des images où il y a un bruit blanc, on comprend rien, puisque le réseau il comprend rien. Du coup, ça a du sens, mais ça nous dit qu'il y a justement un problème au niveau de ce type d'explication. Et le problème, c'est nous. C'est en fait nous qui pensons, OK, cette explication, elle est belle, elle semble avoir du sens, mais c'est pas parce que ça semble avoir du sens, c'est que ça reflète une évidence de prédiction. Et c'est pour ça qu'on s'est attaqué aux métriques d'explicabilité. C'est-à-dire, on voudrait bien que lorsqu'on a une explication, qu'elle suive quelques propriétés. Notamment, on voudrait que l'explication reflète le comportement du modèle, c'est-à-dire la fidélité, qu'elle soit représentative des différents phénomènes, qu'elle soit compréhensible, qu'elle soit consistante, c'est-à-dire qu'une explication pour différentes classes soit différente. On voudrait que ça soit stable. Et du coup, on a trouvé justement qu'il y avait trois métriques, trois propriétés dont il n'y avait pas de métriques disponibles en ce moment, et du coup, on s'est mis à en créer une, métrique de consistance relative et représentativité basée sur la cross-validation.
Du coup, très rapidement, ce qu'on fait, c'est on prend un dataset, on le coupe en différents splits, en s'assurant que sur aucun d'eux, il y ait tout le dataset entier, évidemment. On traîne les différents modèles et on va générer des explications pour chacun, et pour chaque image du dataset, qu'il se l'ait vu ou pas. Il compare 2 à 2 les explications en les mettant on les compare avec une distance de Wasserstein. Et du coup, en faisant ça et en les classant dans une distribution, si la pression est bonne, et dans une autre distribution, si l'explication est mauvaise, on peut trouver justement les deux métriques. La première, c'est justement la distance. On voudrait que ces deux distributions soient aussi loin l'une de l'autre que possible pour justement avoir des images, des explications complètement différentes pour différentes classes. Et la consistance, on le voit au niveau de la moyenne de la première distribution, de la distribution des explications égales, justement parce qu'on veut que cette explication soit à peu près pareille dans tous les cas. Merci Augustin, on va être obligé de couper parce que la suite, on va prendre un petit peu de retard. Donc si on conclut peut-être sur le dernier slide, c'est un préprint de ton article, c'est ça? C'est un préprint de l'article, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Thomas qui a fait de vidéo et c'était soumis à SML 2021. Ok. Alors, il y avait juste une question, mais ça, tu as répondu partiellement par un des slides, mais c'était comment les explications sont évaluées et comment évaluer la pertinence, l'exactitude, la véracité et la précision d'une explication. Rapidement, peut-être, si tu as en une minute. Normalement, pour les images, pour les explications heatmap, on regarde les métriques comme ça. Il y a des métriques de fidélité, justement, où on enlève des parties de l'image. Et on regarde l'impact que ça a sur la prédiction. Mais pour d'autres types d'explications, pour un modèle descent angle ou descente feutrée, là, il y en a pas. C'est plus de l'interprétabilité au niveau, si vous voulez. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, on va enchaîner sur la présentation suivante dans quelques secondes. Merci, à très bientôt et bonne continuation. Merci, au revoir.